Cette semaine, je reçois Mathieu Franqueur, un intervenant auprès des personnes en situation de handicap depuis maintenant plusieurs années. Également un militant de longue date, un grand ami. Vous allez voir à travers cette entrevue plusieurs informations de qualité, entre autres sur les façons dont sont traitées les personnes en situation de handicap. On va parler des perceptions, on va parler des programmes publics et également, naturellement, des droits des personnes en situation de handicap. Bonjour, aujourd'hui on reçoit Mathieu Franqueur qui est coordonnateur du mouvement FAS depuis maintenant 7 ans et aussi militant contre les différents types d'injustices qui sont faites soit socialement ou politiquement, principalement dans nos communautés au Québec, mais aussi dans des situations un peu plus larges qui touchent l'ensemble du monde. Mathieu, j'avais l'intérêt de te rencontrer depuis déjà longtemps. On n'a pas eu l'occasion de parler énormément des enjeux qui touchent les personnes en situation de handicap. En introduction, j'aimerais ça peut-être comprendre un petit peu mieux ce que fait un organisme comme le mouvement FAS et ce qui est ni plus ni moins les tâches que tu as à l'intérieur de cet organisme-là. Ben, le mouvement FAS, pour que les gens comprennent bien c'est quoi, c'est le mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, une coalition de groupes et d'individus qui existe depuis une quinzaine d'années, qui lutte surtout pour avoir des meilleurs services en santé et services sociaux pour les personnes handicapées ou en situation de handicap et leurs familles, leurs proches. Donc, on travaille beaucoup sur les enjeux de soutien à domicile, soutien aux familles, réadaptation. Mais comme on est une coalition de mobilisation, d'éducation populaire, et de pression politique, ben, on touche aussi à d'autres enjeux, comme des fois le transport, le travail, les questions d'accessibilité universelle aussi, évidemment. Mais on est vraiment une organisation de mobilisation dans le Grand Montréal aussi, peut-être le souligner. Et on travaille en déficience physique, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, donc toutes déficiences. OK, d'accord. Et si on fait vraiment un bref portrait de la situation, peut-être au moment où il n'y avait pas d'organisme, à aujourd'hui, tu dirais que le progrès qu'on aurait fait, est-ce qu'il est quand même significatif? Ben oui et non, c'est-à-dire que dans les années 70, si on monte à là, on partait d'à peu près rien, parce que les gens étaient soit en institution, soit à la maison cachés, autant en déficience intellectuelle qu'en déficience physique. Il y a eu toute la période de désince qui a fait que les gens, on les a vus dans l'espace public, on les a vus dans la rue, on les a vus tranquillement dans les services sociaux pour tout le monde, services de santé. On les a vus un petit peu dans le milieu de l'éducation, un petit peu dans le milieu du travail. Puis, des années 80-90, il y a eu vraiment une espèce de développement de services et d'intégration, d'inclusion qui a été très importante pour toutes ces personnes-là puis leurs familles. Puis, depuis ben, les années 2000, comme à peu près dans tous les programmes, services, dans les enjeux de services publics, de programmes sociaux, ben, il y a eu une baisse des financements à cause de toute la politique du néolibéralisme qu'on connaît bien, les déficits zéro, etc., etc. Donc, ce qui fait que il y a eu moins de services, moins de développement, donc il y a eu des avancées qui ont été arrêtées. Entre autres, l'intégration en éducation. À l'origine, on avait dit il y a des classes spéciales, mais il y a aussi intégration dans les classes régulières. Puis là, dans les années 2000, on a coupé dans les professionnels, dans les personnes qui accompagnaient ces gens-là dans les classes, dans les écoles. Fait que là, on a retourné soit les gens à la maison, on les a mis dans des écoles spécialisées, fait que l'intégration était moins visible puis moins réelle. C'est un exemple. Puis au niveau du travail aussi, c'est la même chose. Il y a eu des programmes des années 80-90 de financement, par exemple, des places en milieu de travail, qui ont été plafonnés éventuellement, puis diminués de plus en plus. Et c'est un peu ça, nous, entre autres, au Mouvement Phase, avec d'autres groupes, d'autres organisations qu'on fait, c'est d'essayer que les programmes soient maintenus, soient développés aussi, parce que les besoins augmentent. Il y a de plus en plus de personnes qui ont toutes sortes de handicaps, entre autres au niveau de l'autisme, il y en a de plus en plus. Donc les besoins sont là, mais les réponses gouvernementales ou les réponses en termes de programmes et de services sont pas tout le temps là. Donc, on t'a ciblé clairement les années 2000 pour un virage majeur au niveau des services offerts aux personnes en situation de handicap, virage néolibéral qu'on connaît. 2000, on arrive avec le gouvernement de la CAQ. Est-ce que tu as eu l'impression que il y a eu un changement de discours avec l'élection du nouveau gouvernement, une oreille plus attentive? Ben, c'est sûr, c'est une analyse personnelle que je vais dire, là, même si ça a été documenté un peu, mais c'est sûr que je dirais que pour
population précise, ce qu'on appelle aussi certaines clientèles ciblées là, au niveau politique, public cible ou en termes électoralistes, il y a eu des promesses pour certains groupes, comme les parents qui ont des enfants lourdement handicapés. On a vu qu'il y a eu des services, des programmes qui avaient été commencés un peu par les libéraux. On a beaucoup visé les proches aidants aussi, avec la ministre Blais qui est beaucoup là-dedans, donc de dire c'est important, il faut les aider. Fait que on cible certaines populations, certaines clientèles, entre guillemets, pour des raisons soit électorales, des raisons personnelles, des raisons émotives ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de politique générale tu sais, qui a été mise sur la table depuis 1 an et demi pour les personnes handicapées et les familles. Donc, on y va à la carte. Tu sais, autant le ministre Carmel, le ministre Blais, la ministre McCann vont y aller selon la pression qui est plus forte ou selon si quelqu'un sort dans les médias puis il faut répondre aux besoins. Mais il n'y a pas de politique générale, ni en santé, ni au travail, ni en éducation, ni en accessibilité universelle, ni en transport non plus d'ailleurs. Donc, c'est moins l'approche, on coupe partout, y compris les personnes dites vulnérables, ce qui avait été reproché à Couillard beaucoup, entre autres. Mais il y a eu quelques réinvestissements, quelques nouveaux programmes, mais on est vraiment loin là, de rattraper ce qui a été coupé depuis plusieurs années et de développer vraiment des nouveaux programmes pour une meilleure intégration des personnes. D'accord, pour que les gens comprennent bien, peux-tu nous expliquer c'est quoi l'avantage ou l'importance qu'on devrait mettre à développer une politique plutôt que d'axer tout sur juste des programmes individuels? Ben, c'est parce qu'une politique, il en existe déjà une. Ben, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui date des années 70, la loi pour l'exercice des droits des personnes handicapées. Il y a eu deux autres politiques qui s'appelaient une à part égale, une à part entière, où on dit là-dedans qu'on doit faire tout ce qui est possible pour répondre aux besoins des personnes handicapées et pour qu'il y ait une intégration complète dans la société, dans les différentes sphères de la société. Donc, ces politiques-là existent. Cette loi-là existe, elle a été révisée des années 90, mais elles ne sont pas contraignantes. Donc, c'est des souhaits, on souhaite que les différents ministères, différents organismes, publics, privés, milieux communautaires, appliquent ces politiques-là, où on dit là-dedans que tout doit être fait pour que les personnes soient le mieux inclus dans la société. Donc, on pourrait en faire une nouvelle, mais il faudrait qu'elle soit contraignante. Ça serait soit une loi, soit une politique, mais des programmes, ça répond à des besoins précis. Mais si on ne voit pas ça dans sa globalité, parce que quand on dit aux gens, il faut qu'il y ait du soutien à domicile pour que les gens puissent être levés le matin de leur lit, puissent avoir de l'aide pour, par exemple, faire leur lavage, faire leur repas, leur ménage, ben ça, c'est pour permettre d'aller travailler, soit étudier, soit faire autre chose. Mais c'est pas une fin en soi, c'est pas juste les lever puis leur faire à manger. C'est qu'ils puissent faire de quoi avec ça, qu'il y ait une vie, qu'il y ait une autonomie, bon, tout ça. Ce qu'on appelle la participation sociale dans le milieu. Fait que ça, si on n'a pas ces choses-là appliquées, on n'a rien. Là. Fait qu'il faut des services précis, mais il faut aussi une politique pour voir comment on peut faire que ces gens-là aient une vie le plus régulière possible, comme les autres. Puis là, on parle de droit, évidemment, là-dedans. Ici, évidemment, on pourra en parler plus tantôt. Mais il y a vraiment une volonté, oui, d'avoir une loi plus contraignante. C'est ce qui existe aux États-Unis depuis les années 80, ce qui existe en Ontario depuis à peu près une dizaine d'années. C'est que les écoles sont obligées d'accepter sur leur territoire les personnes handicapées, les enfants handicapés qu'ils ont, puis il faut qu'ils trouvent les moyens pour les intégrer, selon leur capacité puis leur niveau, évidemment. Il y en a qui ne peuvent pas, ça dépend de l'handicap physique ou intellectuel. Puis c'est pareil pour l'accessibilité des bâtiments privés. C'est obligatoire dans certaines juridictions qu'il n'y a pas de non, non, ça prendra 10 ans, j'ai oublié, j'ai pas eu l'argent, il faut que tu le fasses. T'sais. Fait que c'est des approches qui sont. Puis beaucoup de groupes actuellement disent qu'il faut vraiment qu'on soit rendu dans la contrainte parce que l'encouragement ou la bonne volonté de tout le monde, ça a marché à moitié avec les années. Puis on n'est pas revenu là-dessus depuis ces politiques, ces lois-là qui datent des années 2000. Là. Donc, si je comprends bien, c'est qu'on a essayé par une politique qu'on pourrait qualifier d'une politique morale où on fait appel au bon jugement des citoyens. Puis là, il serait temps de prôner pour une politique normative Ouais. où les gens ont des restrictions pour pouvoir, à un moment donné, faire avancer la cause des personnes en situation de handicap. Oui, ben c'est ça. C'est exactement ça. On a fait des politiques incitatives, on a mis de l'argent, mais ça pouvait fonctionner en partie si les programmes étaient financés à leur pleine capacité, comme c'était supposé être le cas après les années 90 et 2000. Mais comme on a en plus coupé là-dedans, déjà ce qui était comme un incitatif était diminué. Puis en plus, ben, la politique n'était pas contraignante. Donc on se retrouve avec
c'est vraiment, c'est pas égal. C'est-à-dire qu'il y a des familles ou des personnes handicapées qui sont plus autonomes, qui sont plus fonceurs, qui vont réussir à aller chercher leurs droits, puis à aller chercher des choses auxquelles ils ont droit. Puis d'autres qui sont plus mal pris, qui ne savent pas, qui se font pas dire que ça existe, qui se font pas aider, ben, qui n'auront rien. Fait qu'il y a vraiment des gens qui s'en tirent mieux que d'autres. Puis c'est encore, on revient sur l'individu là, qui doit se débrouiller dans le système, avoir accès à l'information, faire des pressions sur le réseau, la santé, sur son député, sur sa municipalité pour avoir quelque chose. Et c'est toujours à l'arraché. Donc, c'est rarement gratuit, c'est rarement automatique. Puis ça, la volonté des lois et des politiques, c'était ça au début, que ça soit automatique. Et on disait même dans les années 80 qu'il y avait un principe de compensation, c'est-à-dire que les gens, c'est pas parce qu'ils étaient handicapés qu'ils devaient être exclus, puis qu'ils devaient payer plus pour avoir droit à des services ou pouvoir travailler ou étudier. Ça devait être la responsabilité collective, finalement, que ça soit accessible à tout le monde. Il y a un élément que tu as souligné, puis qui me fait percevoir que les années 80-90 versus 2000, 80-90, c'est très intégratif comme modèle. Mhm. Les années 2000, tu as l'air de nous dire que c'est un combat qui devient individuel. En contrepartie, ce que j'entends dans le milieu de l'éducation, par exemple, c'est que de plus en plus, les classes intègrent des personnes en situation de handicap, principalement des problèmes au niveau cognitif. Il y a plusieurs personnes qui critiquent ce modèle-là d'intégration. Mhm. Euh, Justement, pourrais-tu me clarifier le tout? Parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'intégration, mais toi, tu sembles me dire que le combat, au contraire, on en fait des combats individuels. Ben, c'est sûr qu'au niveau, peut-être le milieu d'éducation est un peu différent des autres secteurs, là, parce que vu qu'on parle des enfants, puis c'est drôle parce qu'on ne dira jamais à un enfant, bon, ben là, tu as 7 ans, tu es supposé être en deuxième année, mais tu viendras l'année prochaine, on n'a pas de place pour toi. Tu sais, ça se fait pas vraiment, tandis que dans les services sociaux, on peut dire, ben, ton adaptation de logement ou ton intervenant qui va s'occuper de toi, ça peut être dans un an, c'est pas grave, ça, Ouais, on peut le d'accord, faire. Fait qu'en d'accord. éducation, c'est sûr qu'il y a une obligation de rentrer tout le monde dans le système. Mais je te dirais que oui, c'est un débat d'ailleurs aussi qui prend toutes sortes de tournures d'ailleurs avec les syndicats, entre autres, de l'enseignement, qui militent beaucoup pour que les classes soient plus petites, que les professeurs aient plus d'aide de professionnels pour les enfants qui ont des difficultés ou des difficultés d'apprentissage, de comportement. Mais en même temps, euh, le modèle des écoles spéciales, donc qui sont à part, il y en a même qui parlent de ségrégation dans le milieu des personnes Mhm. handicapées, peut être bon pour certaines populations très très lourdement handicapées, mais en général, pour la participation sociale, pour l'évolution des enfants ou des jeunes, c'est pas une bonne idée non plus d'être à part complètement. Déjà qu'ils sont dans la société souvent parce qu'ils sont beaucoup avec leur famille, ils ont moins d'amis, ils ont moins de vie sociale. Mais tu me corrigeras, au-delà des personnes en situation de handicap, le fait d'intégrer ces gens-là au système permet aussi de développer une conscience sociale pour les gens qui sont dits, entre guillemets, normaux, là. Oui, oui, tout à fait. Ben pour les oui. Ben, Donc le bénéfice est dans les deux oui, sens. oui, puis c'est un des objectifs des politiques d'intégration, mais il y a aussi des intégrations sauvages qui se font des fois. C'est-à-dire qu'on met un enfant handicapé qui a soit un trouble du spectre de l'autisme, soit un problème de dyslexie important, puis là on le met dans une classe avec il est tout seul. L'enseignant est pas du tout outillé pour s'en occuper, fait que c'est pas mieux finalement. Il durera pas 3 mois, puis ça va être le drame, puis il voudra plus jamais retourner à l'école. Donc on n'est pas plus avancé. Donc l'équilibre, c'est pour beaucoup de groupes avec qui on travaille, c'est pas les classes spécialisées, c'est pas l'intégration sauvage, c'est l'intégration comme organisée. Puis c'est sûr que là, on rejoint les syndicats de profs qui disent qu'il faut des classes plus petites en général, pas juste pour les enfants handicapés, pour les enfants hyperactifs, pour les enfants avec des comportements, toutes sortes de problèmes de comportement. Puis on comprend que les profs sont débordés, là, puis que c'est compliqué là, d'avoir toutes sortes de diagnostics. Puis en plus, l'autre élément très important de l'éducation, c'est que les diagnostics se font de plus en plus. Il y a 20 ans, les troubles de déficit d'attention, l'hyperactivité, c'était plus ou moins diagnostiqué. C'était dans la classe, puis on disait, ouais, il est un peu intense, mais c'était pas diagnostiqué. Mais là, des enfants qui ont des cotes, là, parce qu'il y a des cotes du Mhm. ministère, il y en a, puis des fois, il y en a dans la classe, il peut y en avoir la moitié qui ont une cote de légère à plus lourde. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a changé là-dessus aussi. Fait qu'il y a plus d'enfants qui sont diagnostiqués, donc identifiés comme ayant des besoins particuliers. De là, l'importance des professionnels qui interviennent dans les classes, qui suivent certains élèves en individuel. Mais c'est sûr qu'il y a tout
une réflexion à faire, ben une réflexion, en tout cas, il y a toute une réorganisation à faire pour adapter l'école à tous ces enfants-là qui ont toutes sortes de diagnostics et non pas que ces enfants-là s'adaptent à l'école. Parce que l'idée, c'est d'être inclusif. On dit plus Mhm. inclusif qu'intégration maintenant, on dit plus inclusion. C'est quoi la différence? Pourquoi on a changé de vocabulaire? Ben, il y a un côté plus théorique, je te dirais. Il y a différentes tendances dans les milieux, entre autres académiques, là-dessus. Mais l'intégration, c'était, comment je pourrais dire, c'est d'avoir mettons, si on reste sous le modèle de l'école, là, d'avoir des élèves qui avaient une difficulté particulière, on les encadrait plus. Il était avec les autres, mais il était un peu identifié à part, puis il y avait un suivi particulier. Tandis que l'inclusion, c'est vraiment un peu ce que je te raconte. C'est-à-dire, on les met avec tout le monde, puis là, c'est à tout le monde de s'adapter à eux. Tu comprends? C'est ça un Oui, peu la oui, nuance. tout le monde Ouais. travaille ensemble C'est dans un ça, même exactement. objectif. Mais D'accord. l'un peut être bon comme l'autre, dépendamment des situations et des handicaps aussi, là. OK, OK. Euh, il y a deux éléments que j'aimerais amener au niveau plus spécifique universitaire. J'aimerais avoir peut-être ta position là-dessus. Puis sens-toi bien à l'aise si c'est des éléments que tu maîtrises un petit peu moins. Euh, J'entends deux commentaires fréquemment à l'université. Le premier commentaire que j'entends, c'est on exagère, on surévalue le nombre de cas. Puis les gens réussissent à contourner le système simplement pour avoir des privilèges. OK. Le deuxième commentaire que j'entends fréquemment, c'est pourquoi on donne des avantages à ces gens-là en situation de handicap. Quand ils vont arriver sur le marché du travail, ils n'auront pas ces avantages-là. Ils devront produire comme n'importe qui. Mhm. Donc, c'est pas vrai qu'ils ont la même valeur sur le marché du travail. Ouais. Tu réponds quoi à ça? Ben, je suis pas un spécialiste au niveau universitaire, mais c'est vrai que de plus en plus, on entend parler des mesures d'adaptation dans le milieu universitaire et collégial, là, parce qu'avant, bon, les gens qui avaient un handicap se rendaient moins dans les études supérieures. Maintenant, comme ben, la société change, puis on fait plus de place, puis aussi, il y a des gens qui ont des handicaps plus légers aussi. C'est sûr que à l'université, on va plus voir des gens qui ont des problèmes de dyslexie ou de ce genre de trucs-là, ou de concentration, ou bon, des handicaps physiques aussi au niveau de l'accessibilité des lieux et tout ça, évidemment. Mais je sais pas, c'est sûr, personnellement, je trouve ça le fun qu'on accueille le plus de monde possible dans tous les milieux, surtout un milieu comme le milieu de l'éducation, le milieu universitaire. C'est déjà un peu vu par bien des gens comme étant un milieu un peu fermé, élitiste. Si on peut ouvrir les portes de différentes façons, c'est bien. Puis, mais moi, les expériences que j'ai entendues, c'est à la fois des extrêmes. C'est le prof d'université qui dit ben moi, je suis pas formé, je suis pas payé pour m'occuper de gens qui sont pas assez adultes pour être là, tu sais, qui sont pas assez autonomes. Puis d'autres chargés de cours ou profs qui vont dire ben non, c'est tout à fait normal, puis je peux prendre le temps de faire ça, tu sais, parce que c'est dans mon travail, dans ma mission, puis dans mon mandat, tu sais. Fait que c'est vraiment, t'as toutes sortes. Puis je suis pas sûr que dans toutes les universités, les directives sont claires tout le temps non plus. Je sais qu'il y a des bureaux d'accompagnement pour les étudiants handicapés qui existent depuis quelques années dans les institutions postsecondaires. Mais je suis pas sûr que tous les étudiants qui ont un handicap quelconque passent par là non plus, parce qu'il y en a qui sont là un cours par semaine, deux cours par semaine. Puis, je peux comprendre qu'un étudiant, quand il voit l'autre qui a plus de temps pour faire son examen parce qu'il y a un problème de concentration, ça j'ai vu ça, a le droit à avoir des appareils d'adaptation pour s'aider. Mais je pense qu'on se renvoie à la notion de compétitivité des universités. C'est si tu es jaloux de ton collègue, il y a plus de temps parce qu'il y a eu un diagnostic, puis toi tu penses que c'est pas vrai, ben là on tombe un peu aussi dans le cas par cas, dans le subjectif. Mais Puis on s'entend, là, c'est pas juste de la comparaison de collègues. Il y a des professeurs qui peuvent même soutenir cette oui, oui, ben comme je disais au hypothèse-là. début, c'est ça, tu sais, que c'est pas dans leur mandat, puis qu'ils trouvent que c'est pas juste pour les autres. Oui, oui, tout à Ouais. fait. Cette espèce de Puis, justice-là qui se limite à l'idée d'égalité, là. ouais, ben l'égalité par l'absurde un peu ou Ouais. par l'envers, tu sais, par le haut, là, et non pas par le bas, là. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Puis pour ton lien avec le milieu de travail, ben écoute, ça me fait rire un peu parce que les milieux de travail, normalement, devraient aussi s'adapter. Puis on pourra en parler tantôt, là, tu sais, à des gens qui ont toutes sortes de difficultés ou de différences. Mais c'est aussi que c'est pas parce que tu as fait ton diplôme puis tu n'as pas de handicap que tu vas être bon sur le marché du travail. Ça n'a rien à voir non plus. Tu peux être meilleur même si tu as un handicap parce que tu comprends mieux les enjeux, tu es plus responsable, tu es plus à ton Plus affaire. sensible Oui, aussi. oui, tu Ouais. réponds aux demandes, tu sais, tandis que quelqu'un, même s'il a eu les meilleures notes, sans aide du tout pendant ses études universitaires, peut être complètement
incapable de travailler dans un milieu de travail, là. Tu sais, c'est relatif, tout ça. En tout cas, je trouve ça drôle, là. Oh, ouais, effectivement, c'est assez comique de voir que on sort une espèce de théorie comme si c'était une théorie de la vérité, qu'à Ouais, partir du moment où tu as un diplôme, tu es automatiquement quelqu'un d'ultra qualifié parce que tu as ouais, eu A ou A+. Tu sais, ouais, c'est ouais, cette espèce de facteur de scientificité-là ouais, derrière un acquis qui est purement coté. Là. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Non, non, puis puis il y a la question du diplôme, mais il y a la question de l'autonomie, la question de l'attitude, la question des intérêts. Puis le milieu de travail, c'est vaste. Il y a toutes sortes de milieux de travail différents. Il y en a qui sont plus anciens, d'autres plus modernes, d'autres plus hiérarchisés, d'autres moins. Tu sais, il y a toutes sortes de façons de travailler. C'est pas parce que tu as eu un modèle universitaire ou tu as eu un style dans ton diplôme universitaire que tu vas être adapté à travailler dans n'importe quoi, là. Ceci conclut la première partie de notre entretien avec Mathieu Franqueur. Lors de notre deuxième partie, on va aborder le travail ainsi que les droits des personnes en situation de handicap. C'est un rendez-vous.